Alors, imaginez un peu la scène. Nous sommes avec Hitomi Kanzaki. C'est une lycéenne japonaise tout à fait normale, ou presque. Elle est sprinteuse dans l'équipe d'athlétisme de son école et elle a un petit faible pour les cartes de tarot. Elle s'en sert pour prédire l'avenir, un peu comme un jeu. Un soir, alors qu'elle s'entraîne sur la piste, un événement incroyable se produit. Un jeune homme en armure surgit de nulle part, suivi de près par un dragon féroce. Vous avez bien entendu, un dragon. Ce n'est pas le genre de choses qu'on voit tous les jours en rentrant du lycée. Ce jeune homme, c'est Van Fanel, un prince venu d'un autre monde. Van n'est pas là pour faire du tourisme. Il doit accomplir un rituel pour devenir roi, tuer un dragon et récupérer son cœur, la pierre d'énergiste. Hitomi, prise dans la tourmente, se retrouve au cœur de ce combat fantastique. Grâce à une de ses visions, elle aide Van à vaincre la créature. Mais juste après leur victoire, un pilier de lumière les enveloppe tous les deux et les transporte loin, très loin de la Terre. Hitomi se réveille alors sur une planète mystérieuse, avec la Terre et la Lune suspendues dans le ciel. Elle vient d'atterrir sur Gaïa, le monde d'origine de Van. C'est le début d'une aventure qui va complètement bouleverser sa vie de lycéenne. Sur Gaïa, Hitomi découvre un monde en pleine guerre. L'empire de Zaibak, une puissance militaire redoutable, cherche à conquérir toutes les nations. Van est le jeune roi du royaume de Fanelia, l'une des premières cibles de Zaibak. Il est un peu sauvage, impulsif, mais il a un grand cœur. À ses côtés, on trouve Allen César, un chevalier charismatique et talentueux du royaume d'Asturia. Il ressemble étrangement au garçon que Hitomi aime sur Terre, ce qui ne manque pas de la troubler. Allen est un combattant d'élite, un véritable gentleman, tout le contraire du jeune Van. Ces deux-là vont former un duo improbable, souvent en rivalité, mais unis contre l'ennemi commun. Et puis, il y a l'antagoniste principal, l'empereur Dornkirk de Zaibak. C'est un vieil homme énigmatique qui semble tout savoir. Il utilise une technologie avancée basée sur la manipulation du destin pour mener ses conquêtes. Son but est de créer un futur idéal, mais ses méthodes sont destructrices. Il est secondé par des généraux impitoyables, comme le mystérieux Folken, qui n'est autre que le frère aîné de Van, passé à l'ennemi. Au milieu de ce conflit, Hitomi devra comprendre le rôle qu'elle a à jouer. Ses pouvoirs de prémonition, qu'elle pensait être un simple passe-temps, se révèlent être une clé essentielle pour l'avenir de Gaïa. Maintenant, parlons un peu de ce monde incroyable, Gaïa. Ce n'est pas une planète comme la nôtre. Imaginez un monde où l'on peut voir la Terre et la Lune dans le ciel, comme si elles étaient des voisines lointaines. Les habitants de Gaïa appellent notre planète la Lune fantôme. Selon leur légende, les âmes des habitants d'Atlantis, une civilisation disparue de la Terre, se seraient réfugiées sur Gaïa pour y créer une nouvelle vie. C'est pour cela que les habitants de Gaïa ressemblent à des humains. Mais certains ont des caractéristiques animales, comme des oreilles de chat ou des ailes. C'est un monde de fantaisie pure, peuplé de chevaliers, de rois et de créatures fantastiques. L'univers de Gaïa est un mélange fascinant. D'un côté, on a des royaumes qui ressemblent à notre Europe médiévale. Il y a des châteaux forts, des rois, des princesses et des chevaliers en armure qui se battent à l'épée. C'est le cas de royaumes comme Asturia ou Fanelia, le pays de Van. Mais de l'autre côté, on trouve une technologie très avancée, presque magique. C'est là qu'intervient l'aspect steampunk. Les armées ne se battent pas seulement à pied ou à cheval. Elles utilisent d'immenses armures mécaniques appelées Guimelef. Ces robots géants, pilotés par les chevaliers, sont le fer de lance des armées de Gaïa. C'est un peu comme si les chevaliers de la table ronde pilotaient des robots géants. L'intrigue principale tourne autour de la guerre menée par l'empire de Zaibak. Cet empire, beaucoup plus avancé technologiquement que les autres, veut unifier Gaïa sous sa bannière. Mais leur véritable objectif est plus complexe. L'empereur Dornkirk utilise une machine de prédiction du destin pour anticiper les mouvements de ses ennemis et assurer sa victoire. Il cherche à contrôler le destin lui-même pour créer un monde sans conflit, mais par la force. L'arrivée d'Hitomi, avec ses propres pouvoirs de vision, vient perturber ses plans. Elle représente un facteur imprévisible, une variable que la machine de Dornkirk ne peut pas calculer. L'enjeu devient alors bien plus grand qu'une simple guerre de territoire. C'est une bataille pour le destin de Gaïa. Hitomi, Van et Allen doivent non seulement repousser les armées de Zaibak, mais aussi comprendre les motivations de Dornkirk et déjouer ses plans. Ils voyagent à travers les différents royaumes de Gaïa, cherchant des alliés et tentant de percer les secrets de l'Empire. L'intrigue nous emmène à la découverte de ce monde riche, de ses peuples variés et de ses légendes anciennes.
comme celle du peuple ailé dont Van est le descendant, ou celle des Atlantes qui seraient à l'origine de toute vie sur Gaïa. Escaflowne, ce n'est pas juste une histoire de robots et de magie. C'est une œuvre qui nous fait réfléchir à de grandes questions. Le thème le plus important, c'est celui du destin. Est-ce que notre avenir est déjà écrit? Sommes-nous de simples marionnettes dont les ficelles sont tirées par une force supérieure? C'est la question que se posent tous les personnages. L'empereur Dornkirk est persuadé que oui. Il a construit une immense machine pour lire l'avenir et le manipuler. Pour lui, le destin est une science exacte qu'il peut contrôler pour atteindre son utopie. Il pense agir pour le bien de tous en éliminant les guerres et la souffrance. Face à cette vision, on trouve nos héros. Hitomi, avec ses visions, voit des futurs possibles. Mais ces visions ne sont pas toujours claires et parfois, en essayant d'éviter une catastrophe, elle la provoque. Elle apprend à ses dépens que connaître l'avenir ne suffit pas. C'est ce qu'on fait de cette connaissance qui compte. Van, de son côté, refuse de croire que son chemin est tout tracé. Il se bat contre l'idée que son destin est de détruire le monde. Il incarne le libre arbitre, la volonté de forger son propre avenir, même si tout semble jouer contre lui. La série nous montre que le futur n'est pas une ligne droite, mais un arbre avec de nombreuses branches. Un autre thème très présent est la technologie face à la nature et à la magie. L'empire de Zaibak représente la technologie poussée à l'extrême. Leurs Gimelef sont produits en série, froids et efficaces. Ils n'hésitent pas à modifier génétiquement leurs soldats pour les rendre plus performants. C'est une vision de la science sans conscience, qui cherche à dominer et à contrôler la nature. Leur pouvoir vient des machines et de la logique pure. Ils ont perdu le contact avec le côté spirituel et magique du monde. Cette approche leur donne un avantage militaire certain, mais elle les coupe aussi d'une partie essentielle de l'univers. En opposition, on a des royaumes comme Fanelia. Leur pouvoir est lié à la tradition, à la nature et à une forme de magie. L'Escaflowne, le Gimelef de Van, n'est pas une simple machine. Il a été fabriqué par le légendaire clan Hispano, avec du sang de dragon et un cœur d'énergiste. Il a une âme, et il est lié à son pilote par le sang. Il représente une technologie en harmonie avec la magie et la nature. La série ne dit pas que la technologie est mauvaise en soi, mais elle nous met en garde contre une science qui oublie l'humanité et le respect du monde. Elle explore la recherche d'un équilibre entre le progrès et la spiritualité. La guerre est omniprésente dans Escaflowne, mais la série ne la montre pas de manière glorieuse. Au contraire, elle en expose toute l'horreur et l'absurdité. On voit des villes détruites, des populations en fuite, des soldats qui meurent pour des causes qu'ils ne comprennent pas toujours. La série ne fait pas l'impasse sur la souffrance et le traumatisme que la guerre engendre. Van, par exemple, est souvent submergé par la haine et la soif de vengeance après la destruction de son royaume. Il doit apprendre à maîtriser cette colère qui le consume et qui pourrait le mener à sa perte. C'est une représentation très mature et nuancée du conflit armé. L'histoire explore les différentes facettes de la guerre. Il y a la guerre de conquête de Zaibach, mais aussi les guerres intestines, les trahisons politiques entre les royaumes alliés. On voit comment la peur et la méfiance peuvent monter les gens les uns contre les autres. La série montre aussi le point de vue des méchants. On découvre que Folken, le frère de Van, n'a pas trahi son peuple par pure méchanceté. Il a ses propres raisons, une vision du monde tragique qui le pousse à croire que la paix ne peut être obtenue que par le projet de Dornkirk. Escaflowne nous rappelle que dans une guerre, il n'y a pas de camp entièrement blanc ou entièrement noir, mais des nuances de gris. Et au milieu de ce chaos, il y a l'amour. L'amour est le moteur de beaucoup de personnages et la force qui leur permet de continuer à se battre. Le cœur de l'histoire est un triangle amoureux complexe entre Hitomi, le fougueux Van et le chevaleresque Allen. Hitomi est tiraillé entre ces deux jeunes hommes qui représentent deux facettes de l'amour. Van, c'est l'amour passionnel, instinctif, un peu brutal, mais profondément sincère. Allen, c'est l'amour plus romantique, idéalisé, le prince charmant par excellence. Ce n'est pas un simple triangle amoureux de série pour adolescents. Il sert à explorer les différentes natures du sentiment amoureux et le développement des personnages. L'amour dans Escaflowne n'est pas qu'une simple romance. C'est une force puissante qui peut changer le cours du destin. C'est l'affection d'Hitomi qui aide Van à surmonter sa haine. C'est l'amour fraternel, brisé puis retrouvé, qui est au cœur de la relation entre Van et Folken.
C'est aussi l'amour qui peut mener à la jalousie et à la destruction, comme on le voit avec certains personnages secondaires. La série suggère que l'amour, dans toute sa complexité, est la réponse à la haine et à la violence de la guerre. C'est le sentiment qui relie les êtres et qui peut, à la fin, apporter la paix et la compréhension. Visuellement, Escaflowne est un véritable chef-d'œuvre. C'est un mélange audacieux et réussi de plusieurs styles. D'abord, il y a la fantaisie médiévale. On retrouve tous les codes du genre, des châteaux imposants, des paysages verdoyants, des chevaliers en armure scintillante. Les costumes des personnages sont très détaillés et rappellent les vêtements de la Renaissance européenne. Cet aspect donne à l'univers de Gaïa une base familière et crédible. On a vraiment l'impression de voyager dans un monde de contes de fées, mais un conte de fées pour adultes, avec une dimension épique et dramatique très prononcée qui captive immédiatement le spectateur. À cette base médiévale vient se greffer une bonne dose de steampunk. C'est ce qui donne à Escaflowne son identité si particulière. Les Gwymelef, ces armures de combat géantes, ne sont pas des robots futuristes lisses et métalliques. Ils ressemblent à des armures de samouraïs ou de chevaliers agrandis avec des rivets, des engrenages et des tuyaux apparents. Ils fonctionnent à la vapeur ou grâce à des cristaux d'énergie, les énergistes. Les forteresses volantes de Zaibak sont aussi de parfaits exemples de ce style, mélangeant l'architecture d'un château avec la mécanique d'un dirigeable. Ce mariage entre l'ancien et le futur du passé crée une esthétique unique et inoubliable. Le design des personnages, créé par Nobuteru Yuki, est également très marquant. Les personnages ont des traits fins, expressifs, avec de grands yeux typiques de l'animation japonaise, mais avec une touche de réalisme. Une particularité notable est le nez allongé et proéminent de la plupart des personnages, un choix artistique qui a beaucoup fait parler à l'époque, mais qui contribue à l'identité visuelle unique de la série. Le design des mechas, ou Gwymelefs, est l'œuvre de Kimitoshi Yamane. Chaque Gwymelef a sa propre personnalité. L'Escaflowne de Van a une allure de dragon, ceux de Zaibash sont plus uniformes et menaçants, tandis que le Sherazade d'Alen est élégant et raffiné, comme son pilote. Et que dire de la musique ? La bande originale, composée par la légendaire Yoko Kanno et son collaborateur Hajime Mizoguchi, est un personnage à part entière. Elle est d'une richesse incroyable, mélangeant des chants grégoriens, des orchestrations symphoniques grandioses, des mélodies pop et des rythmes du monde. La musique accompagne et sublime chaque scène, accentuant l'émotion d'un moment triste, la tension d'un combat ou l'émerveillement d'une découverte. Le générique d'ouverture, Yakusoku wa Hiranai, chanté par Maaya Sakamoto, qui double aussi Hitomi, est devenu culte. La musique d'Escaflowne est si puissante qu'elle reste dans les mémoires bien après avoir vu la série. La naissance d'Escaflowne est une histoire en soi. Le projet a été porté par le célèbre studio Sunrise, connu pour être le berceau de la franchise Gundam et d'autres séries de mechas cultes. C'était un projet très ambitieux pour l'époque, au milieu des années 90. Le créateur principal est Shoji Kawamori, un véritable visionnaire de l'animation. C'est lui qui est à l'origine de Macross, une autre série culte qui mélangeait déjà mechas, musique et romance. Avec Escaflowne, Kawamori voulait aller plus loin en fusionnant la fantasy, le shoujo, donc le manga pour filles, et le mecha, des genres qui étaient rarement associés. Le reste de l'équipe était tout aussi prestigieux. La réalisation a été confiée à Kazuki Akane, qui a su donner vie à cet univers complexe avec beaucoup de talent. Le scénario a été coécrit par Ryota Yamaguchi, qui a réussi à tisser une intrigue dense et pleine de rebondissements. Comme nous l'avons vu, Nobuteru Yuki s'est occupé du design des personnages et Kimitoshi Yamane des mechas. C'était une véritable équipe de stars de l'animation japonaise. Leur ambition était de créer une œuvre qui ne ressemblait à aucune autre en prenant des risques artistiques et en ne faisant aucun compromis sur la qualité. La production elle-même a été un défi. La série a bénéficié d'un budget conséquent, ce qui a permis une qualité d'animation exceptionnelle pour une série télévisée de l'époque. Les animateurs ont utilisé des techniques traditionnelles, en dessinant tout à la main sur des celluloïdes. Chaque scène de combat de Gwymelef est incroyablement fluide et dynamique. Les décors sont riches et détaillés. Il y a eu une attention particulière portée aux détails pour rendre le monde de Gaïa aussi vivant et crédible que possible. C'était un travail colossal qui a demandé des milliers d'heures de labeur acharné de la part des équipes du studio Sunrise. Cependant,
tout ne s'est pas passé comme prévu. À l'origine, la série devait compter 39 épisodes, mais, pour des raisons de programmation et de budget, elle a été réduite à 26 épisodes. Cela a obligé l'équipe à accélérer le rythme de l'histoire dans la seconde moitié. Certains arcs narratifs ont dû être condensés, et le développement de certains personnages secondaires a été écourté. Malgré cette contrainte, l'équipe a réussi à livrer une conclusion satisfaisante et cohérente. Cette compression a même donné à la fin de la série un rythme effréné et une intensité dramatique qui ont contribué à son statut d'œuvre culte. À sa sortie au Japon en 1996, Escaflowne a reçu un accueil critique très positif. Les critiques ont salué son ambition, son originalité et sa qualité de production hors norme. Elle a remporté plusieurs prix, notamment l'Animation Kobe Award. Cependant, son succès public au Japon a été un peu mitigé. Son mélange de genres a peut-être dérouté une partie du public. Les fans de mecha pur et dur trouvaient qu'il y avait trop de romance, et les fans de shoujo trouvaient peut-être les combats de robots trop présents. C'est souvent le lot des œuvres qui sortent des sentiers battus. C'est à l'international que la série a véritablement explosé et trouvé son public. En France et aux États-Unis, notamment, Escaflowne est devenu un véritable phénomène à la fin des années 90 et au début des années 2000. Pour beaucoup de jeunes téléspectateurs occidentaux, c'était une porte d'entrée vers l'animation japonaise. Elle a montré qu'un dessin animé pouvait raconter une histoire complexe, mature et émouvante, loin des productions pour enfants auxquelles ils étaient habitués. Son influence a été considérable, prouvant qu'il y avait un marché mondial pour des animés ambitieux et hybrides. Face à ce succès, plusieurs adaptations ont vu le jour pour prolonger l'expérience. D'abord, 2 séries de mangas ont été publiées. La première, une version shoujo, se concentre davantage sur la romance et le point de vue d'Hitomi. La seconde, une version shonen, donc pour garçons, met plus l'accent sur l'action et les combats de Guimelef. Ces mangas proposent des versions alternatives de l'histoire, explorant d'autres facettes de l'univers. Des romans ont également été écrits, approfondissant l'histoire et les personnages. Ces différentes versions montrent la richesse de l'univers d'Escaflowne et sa capacité à être raconté de différentes manières. En 2000, un film d'animation intitulé Escaflowne. A Girl in Gaea est sorti au cinéma. Attention, ce n'est pas une suite, mais une réinterprétation complète de l'histoire. L'intrigue est plus sombre, plus violente, et le design des personnages et des mechas a été entièrement repensé. Hitomi y est dépeinte comme une jeune fille dépressive et suicidaire, et l'univers de Gaea est encore plus brutal. Le film a divisé les fans de la série originale, mais il reste une œuvre visuellement spectaculaire et une relecture intéressante des thèmes de la série, proposant une vision alternative et plus adulte de ce monde fascinant. Plongeons dans quelques anecdotes de production qui rendent l'œuvre encore plus intéressante. Par exemple, le fameux nez des personnages. Ce choix de design de Nobuteru Yuki n'était pas anodin. Il voulait donner aux personnages un profil plus classique, presque shakespearien, pour renforcer le côté dramatique et européen de l'histoire. C'était un pari risqué qui s'éloignait des standards de l'époque, mais qui a payé en donnant à la série une identité visuelle forte et immédiatement reconnaissable, même si cela a pu dérouter certains spectateurs au premier abord. Une autre anecdote concerne la musique. Yoko Kanno a eu une liberté créative presque totale. Pour enregistrer la bande-son, elle est allée jusqu'en Pologne pour travailler avec l'Orchestre Philharmonique de Varsovie. C'est ce qui donne aux morceaux orchestraux cette ampleur et cette qualité digne d'une grande production cinématographique. Pour les chœurs, elle a utilisé des textes en latin ou dans une langue inventée pour donner l'impression d'entendre des chants mystiques d'un autre monde. Ce souci du détail et cette ambition musicale étaient rares pour une série télévisée et ont grandement contribué à l'atmosphère unique d'Escaflowne. Parlons maintenant d'une scène culte, la toute première apparition de l'Escaflowne. Van, pour sauver son village, fait un pacte de sang avec le Guimelef endormi. On voit le sang de Van couler dans les mécanismes de la machine, qui s'éveille alors dans un déploiement de puissance incroyable. Cette scène est fondamentale car elle établit la nature unique de l'Escaflowne. Ce n'est pas juste un robot. C'est une créature vivante, une extension du corps et de l'âme de son pilote. L'animation de cette séquence, avec la transformation du Guimelef en une forme plus combative, est à couper le souffle et marque un tournant dans l'histoire. Si on devait comparer Escaflowne à d'autres œuvres, on pourrait penser à Nausicaa de la vallée du vent de Hayao Miyazaki pour son message écologique et sa princesse guerrière.
Pour le mélange de mecha et de drame politique, on pense bien sûr à Mobile Suit Gundam, mais Escaflowne se distingue par son intégration de la fantasy occidentale et du shoujo. On pourrait aussi la rapprocher de séries de fantasy américaines comme Game of Thrones pour ses intrigues de cour et la brutalité de sa guerre, mais avec une approche plus poétique et romantique. C'est ce mélange unique qui fait qu'Escaflowne reste une œuvre à part, difficilement comparable. Alors, pourquoi, près de 30 ans après sa première diffusion, parle-t-on encore d'Escaflowne avec autant de passion? La première raison, c'est son audace. La série a osé mélanger des genres que tout opposait, le conte de fées, la science-fiction steampunk, la romance pour jeunes filles et les combats de robots géants. Sur le papier, cela aurait pu être un désastre. Mais grâce au talent de ses créateurs, ce mélange improbable a fonctionné à merveille, créant un univers d'une richesse et d'une originalité rare. Escaflowne a ouvert la voie à de nombreuses autres œuvres qui ont ensuite osé le mélange des genres. La deuxième raison, c'est sa maturité. Sous ses airs de série d'aventure et de fantasy, Escaflowne aborde des thèmes profonds et universels avec une grande intelligence. La guerre n'est jamais glorifiée, les personnages sont complexes, avec leurs qualités et leurs défauts. La série nous interroge sur le destin, la responsabilité, le pouvoir de l'amour et de la haine. Elle ne donne pas de réponse toute faite, mais elle nous pousse à la réflexion. C'est une œuvre qui grandit avec son public. On peut la voir adolescent et être captivé par l'action et la romance, puis la revoir adulte et y découvrir de nouvelles couches de lecture, plus philosophiques et politiques. La troisième raison, c'est sa qualité artistique intemporelle. L'animation, bien qu'elle date des années 90, reste d'une fluidité et d'une beauté époustouflante, surtout lors des scènes d'action. Le design des personnages et des mechas est si unique qu'il n'a pas vieilli. Et bien sûr, la musique de Yoko Kanno est tout simplement immortelle. Elle traverse les époques sans prendre une ride et continue d'émouvoir tous ceux qui l'écoutent. Cette excellence technique et artistique fait d'Escaflowne une œuvre que l'on peut revoir encore et encore sans jamais se lasser, en y découvrant toujours de nouveaux détails. En conclusion, Vision d'Escaflowne est bien plus qu'une simple série d'animation. C'est une épopée complète, un voyage inoubliable dans un monde à la fois merveilleux et cruel. C'est une histoire qui a marqué toute une génération de spectateurs et qui continue d'en fasciner de nouvelles. Elle nous rappelle que l'animation japonaise est un art capable de créer des mondes, de raconter des histoires complexes et de nous faire ressentir des émotions puissantes. Pour toutes ces raisons, Escaflowne n'est pas juste une série culte, c'est un monument de l'histoire de l'animation. Une œuvre essentielle à découvrir ou à redécouvrir.